Oui, voilà, donc nous avons maintenant l'intervention de quelqu'un qui représente, qui est chargé de mission au ministère de la Culture, et donc c'est assez intéressant. Comme on l'a dit, le ministère de la Culture a été chargé par le gouvernement de s'occuper des questions de contenu. Donc il a été un petit peu en pointe sur les discussions du DSA, notamment lors de la présidence française, qui a beaucoup contribué au passage de ce texte. Et également, donc je pense que c'est assez intéressant de voir comment, en laboratoire, en cabinet, se pensent ces textes et comment s'articule également, je pense que Michel en parlera, le lien entre ces textes réglementaires généraux européens et la législation française, avec le travail d'harmonisation qui doit suivre par derrière. Donc, Michel, il a été rappelé tout à l'heure l'importance des États, comme vous l'avez dit, et donc là, voici l'État. L'État, c'est moi. Alors non, pas du tout, pas du tout. Bonjour à tous déjà. Merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir ici. Merci beaucoup à Nicolas en particulier d'avoir lancé et de poursuivre cette belle tradition qu'on a de faire intervenir l'AFDIT, pas seulement à Paris. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et les échanges ici sont toujours d'une très grande qualité. Moi-même, je connais bien l'AFDIT, j'y travaille depuis un moment. Et c'est la première fois que j'interviens à une conférence de l'AFDIT. Donc voilà, ça me fait quelque chose. C'est d'ailleurs intéressant parce que la dernière fois que j'étais venu pour une conférence de l'AFDIT ici, c'était à Marseille justement, c'était en 2018, et il y avait un chargé de mission aussi au ministère de la Justice qui était venu présenter le texte d'adaptation de la loi informatique et liberté au RGPD. Donc il y a un parallélisme qui est assez intéressant. Moi, à l'époque, je sortais tout juste de la fac, et voilà. Et maintenant, je reprends le flambeau. Donc c'est vraiment assez chouette. Alors, la tech a évolué en pas, et là, ouais. à l'époque, c'était pas enregistré, contrairement à aujourd'hui. A priori, je suis allé voir entre les deux, ça a l'air de bien marcher. Ouais, je suis enregistré. Mon patron verra ça. Faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Alors. Un petit mot du coup sur moi et l'activité du ministère de la Culture en la matière. Donc, moi je travaille au sein d'une direction générale au ministère de la Culture sur les médias et les industries culturelles. Et en 2020, fin 2020, début 2021, il y a une nouvelle équipe qui a été montée, une délégation à la régulation des plateformes numériques. Je suis arrivé au tout début, et donc c'est un petit peu la consécration du fait qu'on ne parle plus uniquement de médias, on parle aussi de numérique à la culture, et notamment des plateformes. À peu près en même temps, il y a un bureau qui a exactement le même nom, qui a été lancé à Bercy, donc au ministère de l'économie, à la direction générale des entreprises. Et vous allez le voir, je vais vous l'expliquer un petit peu. La régulation du numérique et notamment des plateformes, c'est quelque chose qui fait intervenir de nombreux ministères, de nombreuses autorités administratives indépendantes, beaucoup de parties prenantes, pour un dialogue un petit peu chaotique parfois, mais très riche et en général assez éclairé sur la position de la France en matière de régulation des plateformes. Alors, justement, le ministère de la Culture, je vais vous le présenter, il a un petit peu... moi, j'ai divisé ça en deux grands axes dans son intervention en matière de régulation du numérique. Le premier, j'ai regroupé trois concepts qui, je trouve, sont assez liés. Le premier, c'est... Ah oui, pardon, je vais trop vite, je me souviens plus de l'ordre de mes slides. Pardon. La régulation du numérique en France, c'est depuis justement la directive e-commerce en 2000, on a fait en gros 20 ans sur le régime de responsabilité des hébergeurs, que vous connaissez tous assez bien, j'imagine. Je le rappelle quand même parce qu'on est un petit peu obligé. C'est que les hébergeurs ne sont responsables des contenus qui sont stockés que dans la mesure où ils en ont connaissance, c'est-à-dire qu'on leur signale en réalité, et qu'ils n'agissent pas promptement pour les retirer. Tout ça, vous le savez très bien. C'est ce qui a préoccupé toute la culture et une grosse partie de l'appareil d'État français et beaucoup du secteur privé aussi pendant une vingtaine d'années, avec une jurisprudence française et européenne extensive que vous connaissez sûrement assez bien. Et depuis plusieurs années maintenant, la grande question qu'on se pose pour la régulation du numérique, c'est que peut-on faire de plus ? Comment on va
qu'est-ce qu'on fait d'autre que simplement le régime de responsabilité des hébergeurs? Et c'est un petit peu, c'est une question qui a mobilisé justement plein de différents ministères. On a eu pendant longtemps une approche assez ciblée sur certains types de contenus. Vous connaissez tous la loi Avia, qui était un très bon exemple, c'est-à-dire comment on intervient sur spécifiquement les contenus illicites haineux. Et on a pendant longtemps eu une approche un peu contenu par contenu. Donc, comment on fait retirer ce contenu-là le plus vite possible, celui-ci, celui-là, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est assez justifié pour certains domaines. Et le grand changement de paradigme, ça, donc, on vous l'a un peu expliqué déjà, c'est le DSA qui vient avec une approche beaucoup plus systémique, c'est le mot-clé, beaucoup plus globale, où on n'envisage plus des contenus individuels, mais bien les processus qui sont mis en place par les acteurs pour globalement lutter contre les contenus illicites, d'une part, et des contenus qui ne sont pas nécessairement illicites, mais qui présentent des risques. Ça, c'est le cas en particulier des très grandes plateformes avec l'atténuation des risques. Pour en revenir du coup à la slide sur laquelle je pensais que j'étais tout à l'heure, ce que fait les voies d'action du ministère de la Culture en la matière. D'abord et avant tout, c'est la protection de la liberté d'expression. Donc ça, c'est assez classique pour le ministère de la Culture, qui a pendant longtemps été ministère de la Culture et de la Communication. Et c'est une compétence sur laquelle le ministère de la Culture a un peu une prééminence, mais sur laquelle il n'est pas du tout exclusif. Parce que comme vous le savez tous, la liberté d'expression, ça reste avant tout l'officine du juge. Et donc, dans l'appareil d'État, nous, on a beaucoup de collègues au ministère de la Justice, par exemple, avec lesquels on parle très souvent de ce genre de questions-là. L'autre point, c'est le pendant de la liberté d'expression, c'est la lutte contre les contenus illicites. Donc typiquement, les contenus illicites haineux, c'est le meilleur exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et le troisième point, c'est la protection des publics. Alors à la culture, on a un petit peu une compétence traditionnelle sur cette question-là. Vous le savez notamment avec l'ARCOM, anciennement le CSA, qui doit s'assurer que tout ce qui est diffusé à la télévision, à la radio, respecte bien des standards de protection des publics, etc. Et en fait, en matière du numérique, vous voyez bien que ces trois concepts-là vont faire intervenir beaucoup de gens très différents. On va avoir la lutte contre les contenus illicites, donc on a bien sûr le ministère de la Justice, mais on a aussi le ministère de l'Intérieur, qui est très préoccupé par tout ce qui est les contenus qui seraient susceptibles de menacer l'ordre public. En matière de protection des publics, alors là, on va avoir beaucoup d'intervenants différents. On va avoir le ministère à l'enfance, on va avoir l'éducation, on va avoir parfois même le ministère des Armées. Donc c'est vraiment une grande partie de notre travail, c'est conduire des travaux, des échanges à l'interministériel en parlant à tous les différents ministères et pas seulement à des ministères. On va y venir. Du coup, nous, on est intervenu beaucoup sur le DSA, sur tous les aspects modération des contenus. Donc là, ça regroupe un petit peu les trois concepts que je vous ai listés ci-dessus. Et pendant les négociations sur le DSA, donc, il y avait en gros ce qu'on appelle un copilotage. Donc il y avait deux ministères qui étaient chargés de conduire les négociations européennes. Donc il y avait le ministère de la Culture, mon équipe, et d'ailleurs, je ne devrais pas commencer par mon équipe, c'est très impoli. Le ministère de l'économie avec la Direction générale des entreprises et la fameuse équipe qui porte le même nom que la nôtre. Là encore, on a très souvent dû solliciter le ministère de la Justice pour savoir précisément, mais attendez, si on veut faire une injonction judiciaire pour faire retirer un contenu, comment ça fonctionne avec le DSA, etc. Donc c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et on a bien sûr travaillé énormément avec les autorités administratives indépendantes. L'ARCOM, c'est une évidence, parce que c'est eux qui vont être chargés au principal de mettre en œuvre ce texte, mais pas seulement. Dans les autorités compétentes qui ont été désignées en France pour la mise en œuvre du DSA, on a fait une petite répartition. Si on a le temps, je vous montrerai à la fin. On a donc l'ARCOM au principal, qui est le coordinateur des services numériques pour la France. Mais on va aussi avoir la CNIL, parce qu'il y a des obligations qui concernent la protection des données. Et on va avoir aussi la DGCCRF, donc concurrence, consommation, répression des fraudes, c'est ça? Ouais. J'essaye de pas leur dire quand je les vois, je me rappelle jamais de ce que ça veut dire. Mais bon, en protection des consommateurs, voilà, clairement. Donc on travaille avec tous ces gens-là sur le DSA en particulier. On a aussi
tout ce qui est, vous vous rappelez, je vous parlais de l'approche contenu par contenu. Il y a certains types de contenus qu'il va falloir retirer spécifiquement parce que ils sont tellement problématiques que l'impératif, ça va être de retirer chaque contenu et pas seulement avoir, comme dans le DSA, des processus globaux en place. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, nous, le ministère de la Culture, autour de la table avec l'Intérieur et le ministère des Armées à parler de comment on va enlever les contenus terroristes d'Internet. Même chose aussi avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Enfance sur les contenus pédopornographiques. Alors c'est pas très glam, mais c'est extrêmement important, vous vous en rendez bien compte. Et donc là-dessus, on a eu... alors moi, j'ai pas participé aux négociations sur le règlement sur les contenus terroristes, le règlement TCO, parce que je n'y étais pas encore, mais on a travaillé sur le décret d'application en France. Et en ce moment, il y a un projet de règlement européen qui est en cours de négociation sur les contenus d'abus sexuels sur mineurs, XAM. Donc voilà, ça c'est plutôt mon collègue à la culture qui travaille là-dessus, mais c'est dire à quel point on se retrouve dans des enceintes dans lesquelles on ne pensait pas, c'était pas dans la job description, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout à me retrouver à travailler sur ces sujets-là, mais c'est vachement intéressant. Et le dernier gros point, c'est la protection des mineurs. Et donc la protection des mineurs, il y a beaucoup de points d'accroche différents dans la régulation du numérique et notamment des plateformes. On va avoir par exemple la protection des mineurs contre le ciblage. Ça, il y a quelque chose dans le DSA là-dessus qui va interdire d'afficher des publicités ciblant les mineurs. Je peux vous dire que ça a été compliqué à écrire cette histoire-là. On a la protection des mineurs contre la pornographie. Alors en ce moment, on a un gros sujet avec un projet de loi du gouvernement où on a des obligations pour un certain nombre d'acteurs de vérifier l'âge des utilisateurs, et notamment pour les sites pornographiques. Et on a aussi beaucoup de travail qu'on mène avec différents ministères, avec la société civile pas mal aussi, sur lutter contre les effets de l'économie de l'attention. Donc tout ce qui est l'addiction des mineurs aux services numériques et tout ce qui est vous savez, les effets qui sont de plus en plus documentés des réseaux sociaux sur la santé mentale des mineurs. Alors pas que des mineurs, mais principalement des mineurs. On a des vrais sujets là-dessus. Ça, c'était un petit peu la compétence côté contenu, on va dire. Après, on a une autre compétence au ministère de la Culture qui va nous faire intervenir sur encore d'autres sujets, qui sont qui sont la liberté des médias, le pluralisme des médias et la soutenabilité économique des médias. D'ailleurs, j'avais mis viabilité économique, mais bon, bref. Je sais pas la dernière version. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je travaille dans une direction générale sur les médias et les industries culturelles. Et donc, on va avoir un vrai sujet sur ces trois thématiques-là. Moi, je travaille beaucoup spécifiquement sur le troisième aspect, sur le fait que les médias se numérisent de plus en plus on constate des difficultés grandissantes aux médias numériques à se financer principalement via la publicité. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, rassurez-vous, mais c'est très intéressant. Et pour ceux d'entre vous qui ont la chance de creuser un petit peu le DMA sur les questions de publicité, il y a des belles choses à voir. Mais bon, pas aujourd'hui. Sur ces sujets-là, on a travaillé sur le Media Freedom Act. On parlait de la pléthore de textes européens en cours en ce moment. On n'a pas parlé de celui-là. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne vais pas en parler, mais ces trois sujets-là sont dedans. C'est des négociations assez compliquées. On a bien sûr la question de concurrence sur les marchés numériques. On voit bien que les médias, si une application, par exemple, pour un journal de presse, se retrouve complètement introuvable ou est carrément retiré d'un magasin d'applications, par exemple, ça pose des vrais sujets nous on a des médias qui viennent nous voir et qui nous disent mais attendez, c'est quand même pas normal que mon lien au public il soit dépendant de la bonne volonté d'un Apple ou d'un Google, etc. On rejoint très vite les questions du DMA là-dessus, sans parler de la publicité encore une fois. Et bien sûr, le grand sujet à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle, qui a un potentiel d'impact et de transformation énorme sur les métiers du journalisme et sur la façon dont on consomme l'information en général. Donc ça, c'est un petit peu un tour d'horizon
des sujets sur lesquels on s'est retrouvé à travailler. Et voilà. Et pour bien vraiment insister sur le fait que le droit du numérique dans l'appareil d'État, c'est énormément d'échanges entre plein de services différents, beaucoup qui sont très spécialisés et dont on essaye de tirer une espèce de substance globale pour définir la position de la France, notamment dans les négociations européennes. Alors, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la mise à jour de la loi pour la confiance dans l'économie numérique suite à l'adoption du DSA. Alors, levez la main, s'il vous plaît, ceux qui connaissent raisonnablement bien la LCEN. Mais vous êtes modestes là. Je sais que vous êtes tous des étudiants en propriété littéraire artistique et en numérique. Qui connaît un peu la LCEN? Quand même. Ne te tourne pas, tu influences le vote. Oui, non, oui, les profs n'ont pas le droit de se retourner, évidemment. Bon, très bien. Alors, levez la main, ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que la LCEN est une belle loi française. On est d'accord, une belle loi française, une grande loi française. Eh ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, je peux vous dire, je suis allé la regarder, la LCEN, d'ailleurs, on va passer dessus tout à l'heure. Vous savez, on a ce principe normalement que la loi, elle doit être alors connue de tous, mais qu'elle doit être compréhensible par tous, qu'elle doit être intelligible par tous. Et quand on est, comme moi, perché dans des bureaux où on a que des experts autour de soi, bon bah, on s'en sort, si vous voulez. Mais c'est quand même des textes qui sont censés viser des professionnels qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucun intérêt pour la matière et qui ont très peu de temps à y consacrer. Donc, la lisibilité du texte, hein, c'est quand même un élément assez essentiel dans une société démocratique, et on voit bien que, enfin, on va bien le voir, on a un peu du mal avec ça en France. Alors, pour moi, il y a deux gros problèmes avec la LCEN. Le premier, c'est que c'est des problèmes très français. Le premier problème très français, c'est que quand on a une directive européenne à transposer, eh ben, on va quand même pas juste recopier. Ça serait quand même un peu naze. Donc, on va faire un texte très français qui va répondre aux principes prescrits par la directive. Le problème, c'est que quand nous, on parle avec la Commission européenne qui essaye, bon an mal an, de créer un marché unique numérique à peu près harmonisé, je peux vous dire qu'ils l'ont mauvaise. Et je comprends pourquoi, on va le voir. La base de la régulation, enfin de tout le droit du numérique en Europe, c'est la définition des services de la société de l'information. Donc, qui vient à la base de la directive de 98, et c'est sur la base de cette notion-là qu'on a fait la directive e-commerce. Alors, les services de la société de l'information, c'est donc tout service presté normalement contre rémunération, ce qui d'ailleurs est pas bête, bien vu pour l'époque, parce que ça va nous permettre de couvrir ensuite les services gratuits, mais financés par la publicité. Donc, tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique, et à la demande individuelle d'un destinataire de service. Ça soulève quelques petites questions, mais globalement, voilà, on a cette définition-là. Et alors en France, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, on a deux définitions. On parle pas de service, on parle de la communication au public par voie électronique. Alors, toute mise à disposition du public ou de catégories de public par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Ok. Communication publique par voie électronique. Après, on a la communication au public en ligne. Toute transmission sur demande individuelle de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. Là, comme ça, à vue de nez, vous pouvez me dire quel service on va mettre dans l'un et quel service on va mettre dans l'autre? Non mais on peut.
On peut quand on a le temps. On peut quand, comme moi, on doit se... Ouais, on peut quand, comme moi, on doit se prendre la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette transposition de un terme. Oui. C'est la distinction séculaire qui organise le droit français depuis Louis XI. Donc, c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien, mais c'est ça de personnel. Donc, j'entends volontiers que c'est pas facile. C'est que ça dit quelque chose de l'organisation, de la vision politique des communications en France depuis des siècles. C'est une communication épistolaire. Ah oui, mais attention, c'est pas de ça dont on parle. On parle pas de la communication, de la correspondance privée. On parle pas de la correspondance privée. Là, on parle de deux modèles qui n'ont pas le caractère de correspondance privée. Justement. Oui. Ça, c'est la distinction dans le monde des communications au public. Vous avez, c'est pas ça, la structure, c'est pas celle-ci. On a la communication au public par voie électronique, qui ensuite se subdivise en deux types de communication. La communication au public en ligne, qui est formalisée sur votre slide, et les communications audiovisuelles par ailleurs, qui forment un autre ensemble. La communication au public par voie électronique, la séquence initiale, s'oppose à un autre volet, qui est la communication privée, qui est le monde de la poste, du téléphone, etc. Bah, vous voyez, je pense que justement, vous ne faites qu'illustrer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, donc ça, c'est les définitions qui sont dans l'article 1 de la LCEN. Il y a une cohérence à trouver. Il y a une cohérence à trouver. Et heureusement qu'on a des universitaires pour nous trouver cette cohérence. Parce que je vous assure que c'est vraiment, vraiment pas évident pour la personne qui a un site internet et qui commence à proposer des services et à faire de l'argent. C'est ça le truc. C'est exactement ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune cohérence derrière. Je dis juste que c'est vraiment, vraiment pas simple et pas instinctif. Encore une fois. Là, je ne peux qu'acquiescer. Merci. J'ai peur de dire des conneries. Bon. Ça, c'est la base du B.A.-ba de c'est quoi les services numériques. Donc déjà, c'est très compliqué et c'est effectivement une vision très française de la transposition d'un texte européen. On va prendre un autre exemple. On a donc l'hébergement. L'hébergement dans la directive e-commerce, c'est assez simple. Service de la société de l'information. Ah, vous avez vu, on reprend la notion d'avant. Consistant à stocker les informations fournies par un destinataire de service. Assez simple en soi, assez simple. On a les mêmes concepts, on reprend la notion de service de la société de l'information, ce qui permet d'imbriquer un concept dans l'autre, et on a encore toujours cette notion de destinataire du service. Dans la LCEN, à l'article 6, l'hébergement. Alors, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Alors bon, je m'en veux d'insister, mais quand même, toute la partie-là, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, je vous assure que essayer de déterminer les conséquences juridiques de cette formulation-là, ça nous a causé un certain nombre de maux de tête. Comme je vous le disais, la LCEN, du coup, c'est une loi très française qui souffre de ce premier écueil, et j'ose l'appeler un écueil, je sais qu'on n'est pas d'accord. C'est le fait que, voilà, on a vraiment une vision franco-française de comment on va appliquer le droit européen, pour faire simple. Ensuite, alors, on va changer de support, attention, on va aller regarder. Donc ça, c'était l'article 1, je vous ai parlé de ces deux passages-là. Après, ici, on a effectivement courrier électronique, autre chose. On va aller voir l'article 6. L'autre problème
de la LCEN, selon moi, encore une fois, c'est que c'est un texte. Alors au début, je m'étais dit, je vais essayer de recenser le nombre de fois qu'on a touché à la LCEN depuis qu'elle a été adoptée initialement, et j'y ai renoncé parce que là, on a toutes les modifications qui sont là, mais c'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été modifiées, déplacées, etc. Il y a beaucoup de choses. Et le véritable problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a rouvert la LCEN, on a rouvert juste une toute petite fenêtre, on s'est dit, bon, on a quelque chose à mettre dans la LCEN, on va la mettre là. Voilà, et puis on va pas réfléchir à la cohérence globale de la loi, parce que ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Et en fait, du coup, on a plein de trucs qui se sont ajoutés les uns sur les autres, sans esprit de cohérence, qui font qu'aujourd'hui, elle est vraiment pas claire, cette loi. Alors, ça va en temps? Je prends trop de temps? Ça, ok. On va regarder rapidement. Donc déjà, premier alinéa, c'est une obligation pour les FAI. C'est une obligation de transparence. Non, c'est une obligation de dire, attention, il y a des mécanismes de contrôle parental qui sont disponibles. Ok, très bien. Le 1 bis, c'est autre obligation de transparence pour les FAI sur la consommation énergétique. Ok, très bien. Ensuite, on passe aux hébergeurs. Donc là, on a le régime de responsabilité des hébergeurs. Ok. Alors, on n'a pas le régime de responsabilité des FAI. Il n'est pas là, il est dans le code des postes et des communications électroniques. Mais bon, là, on a au moins le régime de responsabilité des hébergeurs. Voilà, c'est bien. Donc, on fait une distinction civile-pénale. Ok, d'accord. Après, on passe à toute personne. D'accord. Donc, on a fait les FAI, les hébergeurs, toute personne. Après, on revient sur le régime de responsabilité des hébergeurs. Donc déjà, il faut suivre. Donc ça, c'est toutes les façons dont on peut engager le régime de responsabilité des hébergeurs. Okay. Ensuite, on a les FAI et les hébergeurs ne sont pas des producteurs au sens de la loi de 86 sur la communication audiovisuelle. Effectivement, ça aurait été dommage de mettre ça au début quand on délimitait un petit peu le champ des différents acteurs. On sait au 6, pourquoi pas. Et au 7. Alors au 7, on a de la transposition e-commerce, donc l'interdiction des obligations de surveillance généralisée. Très bien. Après, on a, toujours dans le 7, on a les obligations applicables aux FAI et aux hébergeurs. Alors, donc ça, c'est le principe global qu'il faut lutter contre les infractions illicites haineuses. Ok, très bien. Et ensuite, c'est décliné ici et là. Là, déjà, il y a un truc un peu bizarre. Donc, on parle des personnes mentionnées ci-dessus, donc 1 et 2, donc les FAI et les hébergeurs. Et on dit, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant en gros de signaler des contenus illicites haineux. Alors, autant on comprend bien pour un hébergeur, ça semble clair et net, d'ailleurs, c'est sur ça que repose le régime de responsabilité. Pour un FAI, le système de signalement... je me suis imaginé sur ma box en train de se dire « Attendez, là-bas sur Amazon, j'ai trouvé un commentaire qui n'était pas très gentil et tout. » On a des obligations qui visent clairement pas les bons acteurs, en fait. Donc on a dit, bon, le 1 et le 2, et au moins là-dedans, on en aura un bon et tout ça. Ensuite, on a la même obligation, mais pour les jeux d'argent. Donc alors, il faut faire un système pour signaler les contenus illicites, et un autre système pour signaler les jeux d'argent. Encore une fois, les FAI doivent mettre ça quelque part dans leur boîtier. En général, je crois qu'ils l'ont mis dans le document technique. Ils ont mis, ouais, au fait, si vous voulez signaler, débrouillez-vous. Ensuite, on a les FAI et les hébergeurs informent leurs abonnés de l'interdiction de vente du tabac en ligne. Alors là, c'est l'inverse, en fait. Parce que là, ça, c'est clairement une obligation qui vise les FAI, pas les hébergeurs. Les hébergeurs des abonnés, ça semble beaucoup moins instinctif, mais bon, c'est là. Et là, on a un alinéa sur les sanctions. Très bien. Bon, donc, jusqu'à maintenant, on a fait les obligations des FAI, le régime de responsabilité des hébergeurs, toute personne. Ensuite, les deux, sachant que les obligations ne s'appliquent pas aux deux. Là, on arrive à le juge. Donc voilà, on peut demander au juge de faire cesser tout dommage. Ok. Ensuite, on a... Oui, d'accord, ok.
ensuite, on a à nouveau les obligations pour les FAI et les hébergeurs. Et cette fois-ci, on a réussi à mettre pour les deux une obligation qui est pertinente pour les deux. Donc c'est l'obligation de conservation des données, etc., pour les besoins des enquêtes pénales. Très bien. Et après, on a les obligations des éditeurs de services. Donc bon, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu ce que j'essaie de vous dire. On est quand même pas très structuré, quoi. Si moi, j'ai un blog et je sais pas qui m'envoie une mise en demeure pour quelque chose que je n'étais pas censé dire, j'ouvre la LCEN et il faut que j'aille voir dans le grand 3 de l'article 6 pour me dire « Ah, bah oui, c'est vrai, j'avais des obligations d'information. C'est pas clair du tout. Honnêtement, moi je peux vous le dire, j'en ai parlé à des professionnels, complètement illisible. Du coup, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de mettre un tout petit peu d'ordre dans tout ça. Alors je vais vous montrer rapidement, c'est un consolidé qui a été fait par une de mes collègues, c'est super. On a un projet de loi en cours, du coup, projet de loi visant à sécuriser, réguler l'espace numérique, dans lequel il y a quelques articles qui font une refonte intégrale de la LCEN. Et là, je vous montre une vision, un tableau qui consolide la LCEN telle qu'elle sera après l'adoption de ce texte-là, Inch'Allah. C'est pas fini. Donc, on a toujours l'article 1er, je l'ai laissé, parce que, voilà, ouais. Ça, je vais pas vous mentir, moi, j'avais très, très, très envie de les supprimer, ces trucs-là. On m'a dit non, ça va énerver plein de gens. Plein de gens qui vont venir frapper à la... Voilà, non mais je m'en rends bien compte, c'est très bien. Donc bon, on m'a pas laissé les supprimer. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà. De toute façon, c'était pas entre mes mains. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Mais c'est clair qu'un jour, un jour, ça va céder. Cette distinction-là va céder. Les services aujourd'hui numériques convergent, services privés et publics convergent. Un Twitter de président des États-Unis, est-ce que c'est une communication privée? Non. Mais pourtant, ça ça, la distinction public-privé, c'est un énorme sujet. Un énorme sujet, effectivement. C'est quasiment impossible de faire la différence. Et déjà aujourd'hui, c'est délicat. Du coup, ensuite, ce qu'on a fait? On a fait un article 1-1 où on a mis les éditeurs. On ne voulait pas mettre les éditeurs dans le chapitre des prestataires techniques, incidemment. Pas des prestataires techniques. Du coup, on les a mis tout en haut. On s'est dit, voilà, comme ça, tous les gens qui veulent juste connaître leurs obligations si jamais ils éditent un site internet, c'est là. Donc, on a 1-1, c'est leurs obligations. 1-2, c'est la sanction en cas de manquement. Ensuite, on arrive au chapitre 2. Donc, plutôt que prestataire technique, terme qui n'existait pas dans la directive e-commerce, on a repris les services intermédiaires au sens du DSA. Et là, vous allez voir, on a fait un truc incroyable. On a mis des sections. Faut y penser quand même. C'est pas comme si c'était une bonne pratique dans tous les textes codifiés depuis 30 ans, quoi. On a mis des sections. Et donc là, regardez, on a les définitions et les obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires. Le premier truc qu'on a fait, et là j'espère qu'on va pas trop nous en vouloir, mais vraiment c'était nécessaire, c'est qu'on a intégré la définition des services de la société de l'information dans le droit français, pour que ça soit pas que un texte européen, et pour qu'on puisse enfin commencer à imbriquer nos différentes catégories de services dans cette définition fondamentale. Même chose avec les services intermédiaires au sens du DSA. Ensuite, l'article 6. L'article 6 qu'on a intégralement réécrit pour le coup. Et donc l'article 6, on a commencé par les définitions. Ça nous semblait quand même un petit peu plus clair de faire comme ça. Donc on a les services d'accès à Internet. Alors ça, c'était un peu compliqué parce que c'est une sous-catégorie des services de transport, simple transport, c'est ça, au sens du DSA et de la directive e-commerce. Mais bref, je vous passe les détails. On a remis refondu cette définition-là. Et ensuite, on a, par référence au DSA, on a remis service d'hébergement, moteur de recherche,
excusez-moi. Plateforme en ligne, réseaux sociaux, et on a repris aussi boutique d'applications logicielles et applications logicielles parce que on a, je vais rester neutre, on a certaines personnes qui veulent faire des obligations spécifiques pour ces services-là. Et je n'en dis pas un mot de plus. Je ne dirai rien, voilà. Hein. Le devoir de réserve, tout ça. Ensuite, juste après, donc on a fait les définitions, ensuite on a dit ce qu'ils sont, maintenant on dit ce qu'ils ne sont pas. On reprend le fait que, effectivement, ce ne sont pas des producteurs au sens de la loi audiovisuelle. Ensuite, on a fait le grand 3, on a remis le régime de responsabilité des hébergeurs. Ça, c'est plus une question technique parce qu'il y avait un doute qu'il y ait un vide juridique avant l'entrée en vigueur du DSA, etc. On l'a remis dans le doute. Et ensuite, on passe aux obligations. Donc, on a grand 4, toutes les obligations qui sont applicables au FAI. On a repris les mêmes d'avant et il y en a une ou deux en plus. Voilà, ça c'est l'intervention du Parlement, par exemple. On a ensuite les obligations des hébergeurs. Grand 5, donc A, B, C, etc. Ensuite, on a les obligations communes aux FAI et aux hébergeurs. Et après, on a suivi le schéma du DSA, les poupées russes là. Donc on a fait les hébergeurs, ensuite en dessous, les plateformes, les obligations applicables aux plateformes, et ici, les obligations applicables aux réseaux sociaux. Et à la fin, on a remis le truc à toute personne. Et je vous avoue que j'aurais bien voulu faire un article dédié, mais on a des sérieuses complications de numérotation. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être pas faire un article 6AA avant l'article 6-1, ce genre de choses. Ça n'aide pas à la lecture. Du coup, on l'a mis là, tout à la fin. Ensuite, je vais vous présenter juste très rapidement, on a les dispositions spécifiques relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques. Donc là, il y a toute une ribambelle d'articles 6-1 jusqu'à 6-1-5. Et 6-2 aussi d'ailleurs. Ensuite, on a mis les dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire. Et donc là, on a tout ce qui détermine l'action du juge. On a le fait que toute personne peut saisir le juge pour faire cesser un dommage sur Internet. On a la lutte contre les sites miroirs ici. Et ça, c'était quoi? Je sais plus. Bref, l'intervention judiciaire, jusqu'ici. Et après, et ça, je ne vais pas détailler parce qu'on arrive au bout, on a toute la section sur la mise en œuvre des obligations du DSA, donc la nomination des autorités compétentes pour le faire, et notamment le coordinateur pour les services numériques, les modalités de coopération avec d'autres services, notamment... Ah, j'ai pas parlé du PEREN. Vous savez ce que c'est le PEREN? Vous savez pas ce que c'est le PEREN? Il faut que je vous parle un petit mot sur le PEREN. Le PEREN, c'est un service national qui, en fait, c'est les ingés de l'État. Tous les data scientists de l'État, pas que du gouvernement pour le coup. Et c'est une unité, ils sont une trentaine maintenant. Ils sont très 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 forts, hyper impressionnants, et c'est grâce à eux qu'on arrive à un petit peu, c'est le bras armé technique en fait de l'État, etc. Donc bon, on a déterminé notamment les modalités de coopération de l'ARCOM, de la CNIL et de la DGCCRF avec le PEREN pour la mise en œuvre du DSA, et croyez-moi, ça va être utile parce qu'il y a des algorithmes à examiner. Voilà, donc on a fait la répartition des compétences, les modalités de coopération, et ensuite les pouvoirs et les sanctions. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Quel est le calendrier que vous espérez sur ce texte? Alors, le calendrier, donc, effectivement, bien vu. Là, on est passé au Sénat puis à l'Assemblée. Ça a été adopté et du coup, il y a la commission mixte paritaire qui doit intervenir normalement en février. Et c'est censé être la dernière étape. Voilà. Il y a des complications un petit peu avec le dialogue avec la Commission européenne sur le texte, je n'en dirai pas plus, mais normalement, avec un peu de chance, fin février, le texte sera adopté définitivement et c'est pile au moment où le DSA entre en vigueur, donc ça devrait être dans les clous.